Bonjour et bienvenue sur ce 87e podcast des Dessous du Troll. Aujourd'hui avec moi j'ai Aurélien. Salut à tous. Et moi c'est Coralie. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu ce podcast-ci? On a le dernier canot du Titanic. On a Piratoons, la Granja, je veux dire la Ouais. Granja. C'est la grange en espagnol. D'accord, la Aki, Granja, Aki. Et un petit dossier sur les jeux à usage unique. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous voir donc sur notre site lesdessusdutroll.fr, sur Facebook quand j'oublie pas. C'est ça. C'est ça. Sur YouTube Dailymotion quand la vidéo dure moins d'1 heure et c'est tout. Sur Twitter, sur Twitter. Je m'occupe pas du Twitter, c'est pour ça. Voilà, enfin... Tapez les dessous du troll dans Google, c'est bien. De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, a priori, c'est que vous nous avez trouvé. C'est ça. Après, vous trouvez le reste, c'est pas bien compliqué. Voilà. Hein. On est en audio et en vidéo aussi, vous avez le choix. Si vous voulez juste C'est ça. l'écouter pendant que vous bossez, ou si vous voulez nous regarder, nos têtes faire... Voilà, bouger devant la caméra, enfin, c'est comme vous voulez. Tout à fait. Alors, on va tout de suite commencer par un jeu qui est le dernier canot du Titanic. Voilà. Hein Euh, alors, je vais préciser un truc avant de commencer la critique parce que c'est un jeu avec lequel on va pas être gentil, ça je vous le dis tout de suite. Et en général, les jeux avec lesquels on n'est pas gentil, on a des fois des reproches. Alors, j'explique et je rappelle, même si normalement c'est assez clair, toutes les critiques que nous faisons, ce sont notre avis et seulement notre avis. On fait des critiques subjectives, on donne notre opinion, si on a aimé, si on n'a pas aimé. Parfois, c'est vrai qu'on tourne le truc pas trop comme ça, mais enfin, c'est toujours ça. Donc là, en l'occurrence, c'est notre avis et ça ne concerne que notre avis. Sachant qu'on a notre passif de joueur qui est différent de celui d'autres, et donc forcément, il y a des jeux qui nous plaisent pas et qui peuvent plaire à d'autres joueurs et inversement. Voilà. Ceci étant dit, on y va sur le dernier canot du Titanic. Alors, c'est un jeu sorti en 2012. Moi, je pensais qu'il était un peu plus récent que ça, en fait, mais non, c'est 2012. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. C'est pour 12 ans et plus. 60 minutes de jeu à peu près. Ça coûte une vingtaine d'euros, suivant où vous le trouvez. Donc, ça a été fait par Thomas Hubert et Régis Moranzani, excusez-moi pour la prononciation, parce qu'à chaque fois j'écris n'importe comment, j'écris mal et j'arrive pas à me relire, c'est quand même très débile. Et c'est illustré par Sigismond Cabré-Ibarra, excusez-moi encore pour la prononciation. C'est édité chez Échec et Pattes et c'est distribué par Paille Édition. Alors, voilà, ceci étant dit, on attaque un peu à parler du jeu. Alors, le jeu, c'est donc le dernier canot du Titanic, ça porte bien son nom puisque le principe, c'est que vous êtes sur le Titanic qui est en train de sombrer dans les abîmes de l'océan et vous devez vous enfuir avec autant de passagers que possible et embarquer dans le dernier canot qui va partir du Titanic. D'où le nom du jeu. Le principe, en fait, le jeu se présente comment? Ça se présente avec un plateau principal où vous voyez le Titanic un peu de travers qui est en train de couler. Donc dans ce Titanic, vous voyez les différentes cases qui représentent différentes pièces. Ensuite, vous avez toutes les aspects mécaniques de jeu, donc avec en haut une barre qui permet de déterminer le premier joueur et de récupérer des choses, déterminer l'ordre de jeu qui permet de récupérer des choses en fonction d'où on se place. Une bouée qui permet d'éviter d'être submergé par l'eau. On a une barre qui permet de donner le nombre d'argent que vous avez, le nombre de courage que vous avez, etc., etc. Bon, je rentre pas dans le détail des règles. Parce que bon, c'est pas, enfin, si vous voulez voir le détail des règles, vous avez plein d'autres choses vous lisez les règles, quoi. C'est ça. Je peux pas vous en dire plus, donc voilà. Mais en gros, donc voilà, un plateau principal où le Titanic est en train de couler. Ensuite, chaque joueur va avoir devant lui 2 bonhommes, un qui sera donc sur ce plateau principal qui va se balader de salle en salle, et un autre qui sera devant lui qui se baladera sur les salles que vous aurez déjà visitées auparavant. Donc on va expliquer la mécanique après. Et puis vous avez des petits cubes qui seront à placer sur ce plateau principal pour choisir un peu les actions que vous allez faire en fait dans le tour de jeu. Voilà, c'est à peu près tout. Et oui, après il y a des cartes passagers, il y a des cartes objets, il y a des cartes pour les pièces du coup que vous visitez et des cartes aide de jeu qui derrière en fait il y a un parcours à faire. On va y venir. Alors, donc comment ça se passe la partie? Le but c'est de récupérer des passagers et de les emmener jusqu'au dernier canot. Voilà, ça c'est le but dans les grandes lignes. Alors après comment on fait ça? La première chose, c'est que sur votre carte aide de jeu que vous allez récupérer en début de partie, il y aura écrit toutes les pièces que vous devez visiter, enfin toutes les pièces plutôt que vous devez traverser avec votre officier pour aller dans l'ordre, pour aller jusqu'au canot.
Sachant que le canot, c'est un peu une pièce en plus à la fin de cette suite, mais c'est la même pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc pour récupérer des passagers et pour récupérer ces pièces, vous allez vous balader sur le plateau avec votre éclaireur, je crois qu'il l'appelle. Oui, un autre personnage qui est sur le plateau de jeu. Quand vous vous arrêtez dans une de ces pièces, vous récupérez la carte de la pièce en question, ça vous permettra de faire avancer votre officier. C'est ça. Vous pouvez récupérer donc des passagers. En bas, il y a une petite pile où vous mettez vos cubes. Et puis celui qui a le plus de cubes va récupérer autant de passagers, une carte passager, etc. Bon, voilà, qui est mécanique. plus ou moins avec plus ou moins de nombreux passagers. Parce que sur une carte, c'est 1, 2 ou 3 passagers. Bon, je rentre pas trop dans le détail. J'essaie de pas trop y rentrer, mais il y a quand même beaucoup de règles, donc oui. C'est pas évident. Bref. Dans l'idée, donc, vous allez, dans votre tour de jeu, choisir, je veux récupérer de l'argent, je veux récupérer du courage qui permet de faire avancer l'officier, je veux récupérer des passagers, je veux récupérer des objets, ou je veux me déplacer sur le plateau. Voilà. Tout ça va vous permettre d'avancer petit à petit avec votre officier et d'aller jusqu'au dernier canot. Voilà. Je rentre pas plus dans le détail. C'est pas la peine. Donc, ensuite, la partie se termine sur, quand le canot est plein. Donc, c'est-à-dire, au début de partie, on détermine combien il y a de place dans le canot. Il y a des cartes pour ça. Ça peut être 8, 10, 12 places de passagers, par exemple. Et la partie se termine quand il est plein. Quand il est plein, on arrête la partie et puis on regarde le joueur qui a le plus de passagers dans le canot a gagné. C'est ça. Ok. Voilà les règles, pour faire très simple. Donc, maintenant, on va passer au jeu en lui-même et à tous les différents problèmes qui existent dans le jeu. Parce que malheureusement, il y en a pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal. Hein. Donc, la première chose, la lecture des règles. Alors, on va pas vous mentir, quand on a fait notre partie, parce qu'on a fait qu'une partie, parce qu'on n'a pas eu le courage d'en faire d'autres, quand on a fait notre partie, à la fin, on s'est dit, c'est pas possible, on a mal compris les règles. Voilà, parce que ça tournait pas, le jeu marchait pas. Enfin, il y avait plein de problèmes que je viendrai après. Il y avait la cohérence de la fin, en fait. La victoire était, il y avait un souci. C'était pas cohérent, ça marchait pas. Donc, on s'est dit, bon, on a mal lu les règles. Donc moi, j'ai relu les règles. Non, on les a bien compris. J'ai regardé une vidéo de présentation des règles. Non, on les a bien compris. Donc déjà, c'est pas les règles. A priori, on a pas mal lu les règles. Alors, du coup, quand j'ai relu les règles, je me suis rendu compte quand même qu'elles sont difficiles à lire. C'est dense, c'est lourd, la présentation est pas très aérée. Enfin, vraiment pas facile à lire. C'est pas facile à appréhender. Elles sont compliquées. Elles sont compliquées pas dans le sens où il y a beaucoup de règles parce que c'est un gros jeu. Justement, elles sont compliquées dans le sens où c'est un petit jeu. Elles sont pas très cohérentes les unes entre les autres. On va y venir après sur certains points. Et elles sont compliquées dans le sens où il y a plein de cas. Alors dans ce cas-là, tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça. Par exemple, sur le plateau de jeu, vous avez 7 ou 8 zones différentes où vous pouvez jouer vos cubes. Et après, il faut les résoudre, ces 7 ou 8 zones. Alors à chaque fois, on va repêcher dans les règles. C'est dans quel ordre déjà qu'on le fait et tout. Alors ça, c'est un problème d'écriture de règles et c'est un problème d'aide de jeu. Sur le plateau, typiquement, il manque un petit numéro à côté de chaque zone pour dire dans quel ordre on les résout. Par exemple, tout bêtement. Oui, voilà. C'est un jeu aussi qui a une problématique de manipulation. Il y a énormément de manipulation. Vous passez votre temps à poser des cubes et à prendre des cubes. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui adorent la manipulation de cubes. Moi, je suis pas très fan quand c'est vraiment pas très utile. Mais il y a des auteurs qui adorent. Je sais qu'il y a des auteurs qui adorent ça, donc bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, il y a des, typiquement, quand vous voulez récupérer des livres, bah, vous posez autant de cubes que vous voulez dans une case, puis ça vous donne autant de livres que vous voulez. Les livres, c'est de l'argent, hein. Ouais, de l'argent. Les Titanic, c'est anglais, hein, c'est british. Argent, livres. Anglais. Pas des livres, bouquins. Ouais, des livres, des sous. Quand vous voulez récupérer de la monnaie, vous posez des cubes dans une case, et vous récupérez autant de monnaie que vous avez posé de cubes. Mais, en fait, concrètement, vous faites quoi? Bah, vous posez vos petits cubes partout, dont cette case-là. Et puis après, on résout chacune des actions. Et puis, alors là, on va prendre les cubes de cette case-là, puis on va avancer un autre cube qui nous donne notre total de monnaie qu'on a dans notre poche, quoi. Ça fait 3 manips pour un truc qui, enfin, voilà. C'est ça. Je peux comprendre, dans l'esprit des règles, de pas les donner tout de suite, c'est l'argent, si je regarde cet exemple-là. Parce que vous allez pouvoir, entre la pose des cubes et la récupération de l'argent, en dépenser. Donc, c'est pour pas faussé, on va dire, à cet aspect-là, mais quand même, ça fait beaucoup de manip. Et c'est comme ça pour tous les trucs, en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Mais bon, c'est un petit problème, j'ai envie de dire. Il y a des auteurs qui aiment bien faire de la manipulation de cubes, pourquoi pas. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Maintenant, on va passer sur les vrais problèmes du jeu. Enfin, un autre petit problème déjà, la récupération des salles. Il y a, en fait, vous avez une pile de cartes avec toutes les salles en plusieurs exemplaires que vous pouvez récupérer quand vous arrêtez avec l'éclair dessus et vous les récupérez pour votre officier. Vous récupérez évidemment que les salles où vous êtes que vous avez sur votre listing. Oui.
C'est ça, Oh, vous c'est allez pas chiant. récupérer les autres salles, en fait. Ça vous les fait, alors c'est sûr, c'est sympa parce que ça fait un petit chemin et tout, mais du coup, vous devez rechercher la carte, la poser devant vous, ça vous fait un chemin, ça vous prend de la place. Peut-être que finalement, mettre des petites cases sur la carte de jeu, une pour dire où est votre officier et une pour dire quelle salle vous avez ou pas, ça aurait peut-être été suffisant, quoi. Bon, là, c'est peut-être un côté un peu que le packaging soit un peu plus sympa, peut-être. Pourquoi pas, mais bon, c'est un peu pénible, quoi. Alors maintenant, les deux gros problèmes de la part du jeu. Le premier, c'est la voie d'eau. J'en ai pas parlé, mais vu que le Titanic est en train de sombrer, bah il y a de l'eau qui arrive dans le bateau. Et quand on a commencé à lire les règles de voie d'eau, moi je me suis dit, bah l'eau c'est ça monte petit à petit. voilà, ça c'est monte petit à Titanic, petit. Titanic comme ça, donc ça monte petit à petit comme ça. Voilà, ça monte petit à petit. Là, ça commence en bas à droite et ça finit en haut à gauche. Bah non, pas du tout. En fait, la voie d'eau, elle est symbolisée par un pion qui est posé sur une pièce. Sur une pièce. Et puis chaque joueur va jeter le dé une fois par tour. Et puis le dé, en fait, il symbolise une flèche ou rien d'ailleurs. Et elle dit dans quel sens se déplace la voie d'eau. Donc si elle va vers la gauche, vers en haut, vers en bas, vers à droite. Et donc vous déplacez ce pion de là où la flèche l'indique. Alors bon, la voie d'eau, quand elle arrive sur votre perso, sur votre éclaireur, vous perdez un petit cube de déplacement. Quand elle arrive sur votre officier, il recule d'une case. Bon, ça c'est ok, très bien. C'est un peu anecdotique, mais enfin c'est un peu anecdotique. C'est un malus quoi, qui est lié d'ailleurs complètement random. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le problème de ça, c'est que déjà d'une part, bon, la voie d'eau se déplace de manière complètement illogique pour de l'eau, en passant. Oui. Mais en plus de ça, je sais pas si vous avez joué à Pac-Man, mais elle warp d'un côté et de l'autre du plateau. Si elle va à gauche et qu'elle est sur la case la plus à gauche, bah, elle se retrouve tout à droite. Si elle va en haut et qu'elle est sur la case la plus en haut, elle va tout en bas. Comme un Snake en fait plutôt. Un Pac-Man. Bah Pac-Man, si sur le case de Pac-Man, t'as deux sorties à gauche et deux sorties à droite qui te font passer boucler quoi. Donc elle boucle en fait sur le plateau, ce qui est très logique pour de l'eau, soit dit en passant. Ça. Alors ça, moi, ça m'a un peu fait bondir parce que c'est vrai qu'il y a quand même en général un travail de calquer le background du jeu aux règles. Et là, du coup, ça colle juste pas. C'est juste incohérent, quoi. En plus, l'eau, une fois qu'elle est passée, elle est partie. Ah plus. Oui, c'est ça. Il y a plus d'eau. Après. Ah plus d'eau. Donc c'est pas grave. Donc vous avez pris une grosse vague dans la tronche, puis la vague elle est partie. Elle allait faire sa vie dans la salle de côté, donc c'est bon. Bon. Donc ça, je trouve ça bof, on va dire. C'est ça. Alors, donc la voie d'eau, bon, bizarre. Alors après, ok, c'est une mécanique de jeu qu'ils avaient peut-être besoin pour équilibrer le jeu, tout ça, admettons, mais bizarre quand même. Alors, un autre truc qui m'a gêné, c'est que la récupération des salles, d'ailleurs j'en ai pas parlé, j'y repense là d'un coup, c'est quand votre éclaireur se déplace sur une salle, vous récupérez la carte si il s'arrête sur cette salle-là et que c'est la carte dans votre liste. Le truc, c'est qu'à chaque tour, globalement, vous allez récupérer une carte de plus. Et il faut que vous en ayez 6, je crois. Oui, puisque la 7ème, c'est le canot. Ça, oui. Et il faut que vous en ayez 6 pour aller après au canot. Donc faire les 6 salles, puis aller au canot. Chemin pour l'officier. Le problème, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que si vous prenez une voie d'eau, par exemple, qui vous empêche, du coup, qui vous fait perdre des cubes de déplacement et qui vous empêche d'aller chercher votre salle, vous prenez une salle de retard par rapport aux autres. Donc si vous en avez peut-être 5 et les autres, ils vont en avoir 6. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher les autres d'avancer sur ce sujet-là. Il y a un moyen de les empêcher d'avoir des passagers. On peut combattre, se croiser, se taper dessus pour faire perdre des passagers. Globalement, l'intérêt est assez limité. Mais jamais on rattrape notre retard. Mais jamais on rattrape la salle. Donc ici, il faut les empêcher pendant 1 ou 2 tours d'avoir des passagers pour pouvoir avoir la salle. On a notre éclaireur, il sert à récupérer les salles et à combattre. S'il combat, il va pas récupérer la salle qu'on a besoin. Bah si, parce que tu peux combattre et tu finis ton déplacement. Ouais, enfin c'est compliqué. C'est pas évident. Donc ça c'est compliqué. Enfin, le dernier point, et après on va terminer. Le dernier point, c'est la fin de partie. Donc comme je vous ai dit, la partie se termine quand tout le canot est plein et celui qui a le plus de personnages, de passagers dans le canot a gagné. Globalement, il se passe quoi? Pour gagner, il faut avoir la majorité. Voilà. C'est ça. C'est tout. Donc si votre canot il est à 10, si vous avez 6, c'est bon. Ça passe. Donc en gros, si un mec arrive à 6 dans le canot, vous arrêtez la partie parce que de toute façon, vous pouvez pas perdre les personnages une fois que vous êtes dans le canot. C'est ça. Bon, ça OK. Admettons. Maintenant, ce qui me gêne beaucoup, c'est que dans les règles, quand ils expliquent les règles, ils donnent un exemple. Ils disent, par exemple, vous avez un canot à 8 places. Ils disent, le joueur machin a 2 passagers, hop, il va dans le canot, il s'arrête là. Donc lui, il sait qu'en gros, il est sûr d'avoir perdu. Donc je vois pas pourquoi il irait faire ça, mais il le fait. Le joueur machin a 3 passagers, il va se jeter dans le canot. Ok, bon il y a 3, 2 et il reste 3 places. Ah puis machin peut acheter des places dans le canot, machin parce qu'il y a un achat de place. Bon, ça c'est anecdotique aussi. Ça ne règle pas le problème.
au final, il part du principe que les joueurs sont débiles. Puisque, au fait, concrètement, dans la partie, à aucun moment, un joueur va aller se mettre dans le canot s'il a pas la majorité. Ça a aucun intérêt. Sauf si déjà un mec y est allé avec 2 ou 3 et puis que vous avez... Bah non, parce que lui aussi, il a pas l'intérêt d'y aller. Mais il ira pas. Il ira pas. S'il est pas trop bête, il ira pas. Il attend d'avoir la majorité en passager. Ça, parce qu'on est sûr de gagner. Il y a même pas à faire les règles qui sont au niveau d'acheter des places, etc. Non, bah. Ça sert à rien. T'as la majorité, bah, tu fais dans le canot, t'es dans le canot, bah, c'est fini, hein. Voilà. Ça y est, t'as gagné, point. Donc, pas de... donc ça, c'est quand même un gros problème. C'est-à-dire que il y a cette notion de, ouais, on se rush dans le canot avec les passagers qu'on a réussi à choper, tant bien que mal, pour aller se jeter dedans et puis youpi, on termine et puis on voit un peu qui c'est qu'on a le plus. Sauf que dans les faits, bah non, en fait on rush pas, on attend d'avoir juste assez de passagers qui vont bien pour avoir la majorité et on va dans le canot. Et éventuellement on fait un peu taper dessus, on en perd un de temps en temps machin, mais enfin on va en récupérer, il y a moyen de se débrouiller, voilà, il y a moyen de temporiser, d'éviter, etc. Sachant que les ressources ne sont pas du tout une limitation dans le jeu. L'argent et le courage se gagnent par paquet de 12 sans problème quand il y en a besoin. En fait, vous choisissez. Donc, en fait, un cube pour un. Donc, vous pouvez en gagner jusqu'à 8 par tour de chaque ressource. Pas de chaque. 8 par tour d'une ressource. Puisque vous avez 8 cubes. Donc, les ressources ne sont pas une limitation du tout dans le jeu. Et en plus, cette fin de partie fait qu'on peut la déclencher quand on a un peu envie et quand on a notre max la majorité des passagers. Donc, tout ça fait que, le jeu, il tourne pas. Il tourne pas parce que les règles sont pas très cohérentes. La fin de partie, elle est bizarre, la voie d'eau elle est bizarre, les ressources ne sont pas une limitation. Moi je suis désolé, les mais objets servent à rien, les combats servent à rien. On a vraiment passé un foutu mauvais moment sur ce jeu. Je suis désolé pour les auteurs, hein, mais c'est vrai. On n'a pas passé un bon moment. Voilà, moi j'ai pas apprécié ce jeu. En plus, l'explication des règles a été très longue parce que les règles sont fouilles. Ah ouais, moi la cohérence avec le thème me bloque complètement au niveau des règles. Cette question de voie d'eau qui se balade en mode Batman, c'est incompréhensible. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a moi j'avais pas compris, on a 2 personnages, il y en a un qui est sur le bateau, mais l'autre il est aussi sur le bateau, mais il est pas sur le bateau, sur le plateau du bateau, il est devant nous sur des cartes qu'on récupère par l'autre qui va sur le bateau, mais techniquement ils sont au même endroit, enfin je comprends pas là. J'ai l'impression qu'ils ont pris un thème au pif qui calait avec la mécanique de jeu. Je sais pas, ils ont pris un thème. Je sais pas, mais... il faut trouver un thème de toute façon dans tous les jeux. Moi, le thème il colle pas du tout. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait un thème qui aurait collé en fait. Hein. Oui, peut-être. Mais ils auraient dû faire sinon un jeu abstrait, je sais pas. Là, en gros, moi, ça m'a bloqué pour le thème de Canot du Titanic. Ça m'a complètement bloqué pour la compréhension des règles. J'étais là, mais je comprends pas. Il y a un ensemble de choses qui font que ce jeu ne fonctionne pas, donc on ne vous le recommande pas clairement. Hein. Après, vous testez, vous prenez votre avis, vous faites ce que vous voulez, mais moi aujourd'hui, c'est rare qu'on dise ça sur un jeu, parce que en général, les jeux, on trouve toujours un truc bien dans le jeu, un côté positif, un public que ça peut intéresser, mais là vraiment, non quoi. Le jeu est pas bon. Je suis désolé, mais le jeu est pas bon. Voilà. Ça tourne pas. Donc une grosse déception. Il tourne pas, il est pas agréable à jouer, donc on vous le recommande pas. Voilà. Je pense que ce qu'on avait à dire sur ce jeu. C'est tout. Très bien, on laisse la place au suivant. Voilà, au suivant. Et c'est quoi? C'est Piratoon. Allez, on est parti pour Piratoon. Salut. Coucou les loulous. Aujourd'hui, c'est Piratoons. Alors là, c'est juste pour je suis déjà plus là. Qui se casse. On va donc parler de Piratoons. Piratoons, c'est un jeu qui n'est pas tout neuf, qui est sorti depuis un petit moment déjà. Il est sorti le 20 février 2015. Alors Piratoons a fait pas mal de bruit parce que il a un design très joli et il est rigolo à jouer. Donc on va sortir la fiche technique parce que là elle est un peu longue celle-là. Je la vois d'ici, je te laisse faire. Voilà. Donc les auteurs, c'est donc Thibaut Quinton et Olivier Grégoire. Voilà. C'est la partie facile ça. Et maintenant les illustrateurs. Parce que la meilleure qualité de ce jeu, c'est ses illustrations. C'est pas tellement le jeu, mais bon. Alors Olivier Boguer, Nina Clay, Antoine Pédy et Amandine Flaou. C'est édité par Acting Games et distribué par BlackRock Edition aux alentours de 35€. Alors, le concept, c'est on va prendre un jeu qui est aussi dynamique et 100 ans dynamique que Pit, mais avec un peu plus de règles et de la construction de vaisseaux. Le but du jeu, c'est de construire le vaisseau qui nous rapporte le plus de points. Un vaisseau de pirate. Voilà. Donc, un bateau. Donc, comment c'est composé ? Les bouts du vaisseau sont composés par des lamelles, en fait, qui représentent une tranche du vaisseau.
Et ces lamelles ont plusieurs hauteurs. Voilà. Donc tu colles ton vaisseau morceau Tu par mets morceau. des morceaux, tu mets Ça va être étanche, ça. Voilà. On commence tous avec le début et la fin du vaisseau. Et on colle à l'intérieur petit à petit. Je suis pas ingénieur en construction de bateau, mais Oui, c'est pas dans le bon ordre. ça me paraît pas une bonne méthode. Donc là, c'est le vaisseau se remplit là. La deuxième chose, c'est que sur les niveaux de chaque ligne du bateau, vous avez soit une écoutille, soit une porte, soit le plancher. Donc là, vous allez y mettre des personnages qui rapportent des points à la fin de la partie. Alors le calcul de points est plus long que le jeu, encore une fois. Mais bon. Et la petite particularité maintenant du jeu, c'est qu'en fait, la création de ce bateau-là ne se fait pas à tour de rôle et compagnie. On n'est pas dans un truc chiant. Là, on met au hasard des Dynamisme. pièces dans un truc Le qui est fait pour. On le retourne. Et ils ont tout prévu par contre. Le packaging est vraiment cool. On le retourne et il y a à tour de rôle un joueur qui prend le plateau du dessus, qui le lance derrière soi et on choisit très vite quelle zone, quel pic on prend. Donc ce qui se marche, on a un certain nombre de petits bonhommes qu'on doit placer sur soit les pièces de la zone du bateau, soit sur un personnage ou autre chose. Et on doit les placer tous. Une fois qu'on a tout placé, on dit j'ai fini. Et les autres doivent s'arrêter. Putain, moi qui trouvais Jungle Speed violent et Voilà. Pete bordélique. Voilà. Là, on a trouvé C'est- l'ultime moyen de se péter les doigts Et c'est et les ça. tympans. Surtout qu'en plus, tu peux avoir des joueurs totalement décérébrés qui posent n'importe quoi et disent j'ai fini. Et les autres qui vont essayer de réfléchir un peu, bah non. Voilà. Une fois que c'est fait, tu récupères les pièces où tu étais majoritaire dessus. Parce que tu peux être plusieurs sur une pièce. Si tu mets 2 bonhommes, bah c'est que l'autre il en a mis qu'une, bah c'est toi qui l'as. D'accord. On a, je sais plus, 8-10 pièces, mais bon, c'est pas le problème. Et donc voilà, ça c'est la partie du jeu. Une fois que on a posé, on ramène chez soi et on doit poser ce qu'on a récupéré dans son vaisseau, dans son bateau. Et bah voilà, c'est ça le jeu. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, la tranche d'âge, c'est quoi? Je sais pas, C'est 6 ans ou 3 grammes? L'un ou l'autre? Alors j'ai eu la chance d'y jouer avec le responsable de la boutique Palaiso où je passe ma vie, ainsi que Ceux qui sa suivent le femme et un podcast. autre très très grand joueur. Et ça nous a pas beaucoup enchanté, mais je pense que des enfants de 10 ans, vu les règles, c'est ça. Donc Ça va, consiste ils à jeter comprennent. la boîte de jeu, lancer des pions dans tous les sens, Non mais pousser des jeter la boîte cris. de jeu, c'est pour donner un peu de Ouais. théâtre. Voilà, mais non, tu le mets de côté quoi. Mais le problème c'est que ce serait bien si c'était que ça le jeu de choisir. Mais après il y a tous les calculs des points, ou alors tu as un nombre de points si tout ton vaisseau il est à que des 3 de hauteur, s'il y a que des personnages différents, si tous les endroits de plancher sont pris, et là tu fais hop, voilà, c'est trop compliqué. Il voulait faire un jeu vidéo à la base, il a Ouais. pas eu les moyens, donc. Voilà. Donc la mécanique est rigolote, voilà. Mais par contre, le fait qu'il y ait plus de lignes sur le fait de comment gagner des points que le fait de jouer pose un problème sérieusement au niveau d'âge. On est obligé de simplifier si tu veux jouer avec des jeunes. T'es très jeune, on va dire. Il faudrait simplifier. C'est l'adulte qui supervise, qui fait le compte pour tout le monde. Oui, mais au final, le gamin il pose pour poser quoi. C'est alors si tu Vu comme comprends tu pas tellement décris le les jeu, règles, j'ai l'impression que Voilà. si tu veux jouer vite, t'as pas le choix. Donc. bah le problème c'est ça, c'est que comme c'est un jeu de vitesse où la fin de jeu est dit par un des joueurs, il suffit qu'un joueur qui n'a pas envie de gagner, qui a envie de jouer vite ou alors qui ne comprend rien, c'est ce qui est souvent de pair, hein, mais et bah il va jouer n'importe comment pour être le premier, en pensant que ça leur rapporte des points alors que pas du tout. Non. Il peut pas gagner en ayant du bol. Alors, en fait, le problème, c'est que tu vas accumuler des points, mais tu vas en perdre beaucoup trop à la fin, parce que tu auras des malus, parce que si ton endroit il est pas couvert, si ton bateau il a des niveaux différents, si D'accord. ah, c'est quand je dis que le calcul des points est long, donc c'est un jeu en demi-teinte, mais C'est en un jeu où demi-teinte, faut voilà. aller vite et réfléchir, donc forcément ça peut pas C'est marcher. ça. C'est que ce serait très bien si tout le monde joue le jeu, voilà. Qui est un peu de recherche, parce que c'est quand on pose, tu poses, tu vois que le mec il pose après, tu fais ah est-ce que je rajoute un mec ou pas et compagnie. Ce serait bien si tout le monde prenait son temps pour jouer. Enfin en allant vite. Mais il suffit qu'un mec il fasse boum, 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 et il dit stop. Bah ouais, ça y est, il a niqué la partie de tout le monde. D'accord. Donc
sans pour autant. Par contre, les illustrations sont belles, le packaging est complet et beau, la boîte est bien remplie. Les règles il y a une belle PAO. Ça va être un des nouveaux critères. On va vraiment pousser loin les critiques du packaging. Voilà. Là, je crois qu'on va un peu loin. Ouais, c'est ça. Il a combien le jeu? 35 €. Mais il y a pas de souci, hein. Il y a du bon matos. Ouais, bah oui, pour le voilà, matos. il est bien complet. Donc voilà, c'est peut-être je le caricature du fait d'avoir ce genre de joueur, mais quand on joue avec des jeunes, c'est quelque chose qui arrive assez souvent en fait. Faut jouer avec des enfants mais pas hyper actifs quoi. Voilà, faut jouer avec vos enfants qui sont bien quoi. Voilà, c'est ça. C'est Ceux que vous nourrissez pas avec de la caféine. donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu. Je pense que on n'est pas la cible, encore une fois. On n'est vraiment pas la cible. Par contre, ce jeu a fait un carton à SN. Encore une fois, il s'est vendu très très bien. Mais il y a l'année dernière. Donc C'est vrai que j'ai quand même noté que c'est bien un hipster du jeu de plateau. Tu vois. C'est un super vieux jeu qui est sorti il y a hyper longtemps, qui a fait un carton l'année dernière en fait. Par rapport à la date d'enregistrement du podcast, ça correspond à peu près à l'année dernière. C'est ça. Donc Gros hipster. voilà, c'est si on retient quelque chose du jeu, c'est la boîte pour retourner le truc qui est bien fait et les règles qui sont écrites assez claires. Voilà. D'accord. Et si vous avez des enfants qui ont 10 ans et que vous savez les tenir en laisse, vous pouvez jouer avec eux. Voilà. Ils ont inclus le taser pour les enfants dans la boîte. Bah, quand tu balances le truc. Quand ils jouent trop vite. Donc voilà. On enchaîne maintenant avec la Granja et non pas la Ganja parce que c'est C'est pas Vincent qui pareil. s'en occupe. Voilà. À tout de suite. À toutes. Donc nous voici de retour pour une autre critique. Cette fois-ci, c'est Salut Vincent. Ah oui, déjà bonjour à tout le monde. Voilà, on dit bonjour aux gens quand on est poli. Bonjour Oui. les gens. Bonjour. Et donc on va faire une critique sur la Granja. Allons-y. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée globale de la critique, ça va être un jeu à la Hystari. Ok. En gros, un jeu avec beaucoup de points, beaucoup d'actions et enfin beaucoup d'actions à faire et peu d'actions qu'on peut faire. D'accord, bah vas-y. Ça fait beaucoup. Donc la Granja, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Ah, on peut jouer tout seul. Oui, mais il conseille de jouer tout seul pour comprendre les règles. D'accord. Et je expliquerai pourquoi c'est bien en fait de comprendre les règles. Ok. Oui. Et c'est édité en France par Spielbox et Pelgame. Désolé pour le premier. Désolé. Ok. Et on le trouve à 42,50. On a vu ça tout à l'heure. Voilà. Bon, ouais, 40 €. Voilà. Donc la Granja, comme son nom l'indique, en fait, vous allez être un fermier qui doit gérer sa ferme. Cela veut dire, enfin, c'est un peu marrant parce qu'on est en plein dans une thématique des fermiers un peu qui ont du mal à survivre en voulant. Ah oui, Oui. bon, ça c'est... Oui, mais je pense qu'ils ont L'actualité. pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Bah, ça a été sorti l'année dernière. Ils sont visionnaires. Oui. Et vous êtes à peu près comme ça en fait. Vous êtes un fermier, vous devez tout gérer et vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Donc c'est compliqué, c'est la galère. Voilà. Et en plus, les autres joueurs sont vos ennemis quelque part. Ils veulent tout vous piquer. Ils jouent les concurrents. Très bien. Voilà. Le jeu se découpe, donc se fait en 6 tours et chaque tour est divisé en 4 phases. Sachant qu'il y a certaines phases, c'est plutôt des phases, on va dire, automatiques. Du genre, on va gagner des points parce qu'il y a ça, il y a ci, etc. Ok. Donc, la première phase, ça va être une phase comment dire, de production. Donc, ça va nous permettre de refaire notre main, de jouer une carte. Parce qu'on joue pas beaucoup de cartes. Et pourtant, les cartes, Dieu sait ce qu'on en a besoin. On construit un toit. Les toits, en fait, ça permet surtout d'avoir des bonus. Ouais. Mais le problème des toits, c'est que plus on avance dans la partie, plus c'est cher. Au début, ça coûte 1. Enfin, au tour 1, ça coûte 1. Et au tour 6, ça coûte 6. D'accord. Et comme on n'a pas beaucoup d'argent, Vous voulez construire au début. enfin, on ne peut construire que les 1 au début. Ah ok. Ensuite, on a la phase où les champs poussent. Donc, on a 3 champs à gérer. Il y a les olives, le blé. Et le troisième, ça va me revenir, le raisin. D'accord. Ah, le raisin c'est bien. On Voilà. peut faire du vin et tout, c'est cool. Ouais. En plus, on peut transformer. Enfin, j'expliquerai ça. Ok. Et on a aussi des porcs. On peut aussi élever des porcs. C'est un peu plus cher. Enfin, c'est un peu plus rentable.
mais pour la phase de production, il en faut 2. Parce que il faut un couple pour faire un enfant. Il paraît. Ouais. Ensuite, ça c'est pour la phase de production. En général, on réfléchit plutôt dans notre coin les futures stratégies qu'on va faire pour les autres phases. En phase 2, c'est la phase, on va dire, où on va pouvoir faire évoluer sa grange en fonction des dés. On va lancer autant de dés qu'il y a 2 joueurs fois 2 plus 1. En gros, pour que tout le monde puisse jouer 2 fois. Et qu'il reste un choix, quoi. Et il reste un dé à la fin. Ouais. Et en gros, cette phase-là, elle est un peu aléatoire, mais elle est bien équilibrée, disons. Ouais, d'accord. Parce que en fait, le premier joueur va choisir un dé, le deuxième joueur va choisir un dé, il va le faire, le troisième joueur va choisir un dé, il va le faire, et ainsi de suite. Et à la fin, quand il restera un seul dé, en fait, la dernière action sera faite par tout le monde. D'accord. Ah oui, donc c'est pas un dé que tu jettes. Non, donc faut réfléchir. Des fois, il se peut que le hasard fait beaucoup de choses. Par exemple, il empêche de faire une action. Ah, ça c'est un peu dommage. Enfin, dans le sens que le 6 ne tombe pas, par exemple. Bah, tant pis, il tombera pas. Oui, d'accord. Ouais. Et parfois aussi, le hasard fait qu'il y a beaucoup de dés qui sont dans le même chiffre. C'est des dés, D6 en fait. Oui, c'est des D6. Oui. D'accord. Ensuite, donc ça c'est la phase 2. La phase 3, c'est la phase dite de marché, de commerce, pardon. Et c'est là qu'on va vendre et on va gagner des points. Okay. Enfin, on va commencer à gagner des points. C'est une phase assez dure, je pense, au début, parce que on sait pas où est-ce qu'on veut aller, et on a 2 possibilités. Soit on va acheter des places de marché, et on peut gérer les autres joueurs si on a une place beaucoup plus forte que les autres. Ouais. Ou alors on peut essayer de vendre des produits, et en fait plus on va en vendre, on va remplir une ligne, et dès que la ligne est complète, on pourra débloquer des bonus pendant le reste de la partie, et on gagne des points. Ok. Alors je suis un peu désolé, mais je fais volontairement une règle assez bâclée, parce que les règles en eux-mêmes font 30 pages, et la phase marché est l'une des plus importantes. D'accord. Donc ouais, non, on rentre pas trop dans le détail, parce que voilà. J'ai pas vous perdre. Ouais. Désolé. Puis après, on va mettre 2 heures, c'est pas possible. Oui. Surtout qu'on va très limité. Oui. Et enfin, la dernière phase, c'est plus une phase scriptée, où on va enfin gagner les derniers points, les derniers points pour la phase, pour le tour, on va dire. Ok. Voilà. Donc globalement, le jeu il est très riche, un peu dur au début. Donc c'est pour ça que tu disais que c'est bien de faire une partie tout seul pour bien saisir toutes les règles. Ouais. Et surtout le gros problème de ce jeu, enfin il y a 2 problèmes. D'une part, il y a beaucoup de détails. Ouais, plein de petits points de règles. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas de résumé de règles en français. Il te donne un petit carton avec plein de dessins, mais des fois c'est mal fait. Ah. C'est pas très compréhensible. Non, c'est pas compréhensible. Et ils ont eu une mauvaise idée pour moi. Enfin, après, ça qu'un jugera, c'est que d'un côté, ils ont mis les actions qu'on peut faire, et de l'autre côté, les points qu'on peut gagner. Ouais. Recto verso. Ouais. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu tournes le plateau. T'es en train de tourner le plateau, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et ça dure combien de temps à peu près, du coup, une partie? Ils disent 80 minutes. Moi, je pense 2 heures. 2 heures? Ouais, 2 heures. Sachant que ça fait un bon jeu, quoi. Ouais, ça fait un bon jeu. Il y a des particularités, par exemple les cartes. En fait, selon la place où tu vas mettre, il va pas avoir la même chose, en fait. Ça, c'est des choses qu'on comprend pas au début. D'accord, donc c'est assez subtil dans les règles quand même. C'est ça. Ok. C'est pour ça qu'en fait ta première partie, elle est gâchée parce que t'as pas compris. Enfin, non, c'est surtout que t'as mal maîtrisé les règles. Voilà, c'est ça. Quand t'as mal maîtrisé les règles, c'est un peu énervant. Dans ma première partie, on avait complètement oublié une partie des points à gagner. Ah oui. Bah, quand il y a beaucoup de règles différentes, souvent c'est pas évident de le maîtriser du premier coup. Hein. Ouais, et on pense que si on avait appliqué cette règle, il y aurait une autre personne qui aurait gagné. Ouais. Donc potentiellement ça change tout, quoi. Ouais, ça change tout. D'accord. Et sinon, à part le fait que sur la première partie, c'est un peu compliqué, donc on va dire après la première, la deuxième, etc. Ça joue, ça. Oui, ça tourne. Enfin, le problème c'est que ça tourne, mais c'est pas fluide. Ça manque de fluidité, c'est pas si naturel que ça. C'est complet, mais pas fluide.
Mais j'adore. Moi, j'aime bien. D'accord, toi t'as quand même bien aimé. Oui. C'est pas fluide, mais c'est pas si grave finalement. Non, c'était pas si grave que ça, mais... Donc t'as passé un bon moment, tu y Oui. rejouerais. Oui, j'y rejouerai. Ouais, tu recommandes du coup. Ouais. Et sachant que le placement du jeu, c'est quasiment pareil pour n'importe quel type de joueur, donc 2, 3 ou 4. Simplement, il y a des petites modifications. Le marché est plus petit, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moins de dés. Mais sinon, globalement, vous avez quasiment les mêmes parties, quel que soit le nombre de joueurs. Et quand tu joues tout seul, du coup, tu fais quoi ? Tu dois faire un score. J'ai pas joué tout seul. Ouais, mais l'objectif, c'est de Oui, faire c'est le un plus gros score score possible. Oui, c'est un peu comme 3. Faut faire. En gros, t'as un joueur virtuel et plus ou moins tu dois le battre. D'accord. À ce jeu. Ok, d'accord. C'est... Donc du bon. Oui, du bon. Bon, bah très bien. Bah, si vous avez encore la nostalgie des History dans le temps, parce que prenez ce jeu quoi. Ok. Voilà. Très bien. Bah si c'est bon pour toi, on laisse la place au suivant. Donc là, on laisse la place à Alex et Charles qui vont nous faire un dossier sur les jeux un peu one shot, les jeux un peu à utilisation unique, on va dire. Voilà. Salut. Salut. Rebonjour à tous. On se retrouve avec Charles cette fois maintenant pour parler d'avoir une discussion sur les jeux à scénario et en extension les jeux à usage unique. Voilà. Alors en JDR, on a un terme qui est très utilisé pour dire quelque chose qui est utilisé qu'une seule fois, c'est le one shot. Oui. Donc on va souvent utiliser ce terme-là durant notre discussion, mais c'est juste une analogie pour dire que c'est un scénario qu'on fera qu'une seule fois et qui se suffit à lui-même. Il faut pas connaître le scénario pour pouvoir le vivre. Donc du coup, Voilà. On a envie de jouer pendant tant de temps, on le joue, c'est le one shot, mais par contre, on a beau l'avoir fait une fois, si on le refait, ça n'a plus aucun intérêt. un scénario par définition, c'est quand même une succession d'histoires. Alors c'est plus ou moins bien fait, mais c'est l'avantage du jeu de rôle, c'est quand même qu'il y a pas que des règles, il y a aussi une histoire qui est vécue, des enchaînements de trucs, des enchaînements de situations. Voilà. Du coup, si on connaît la suite, forcément, il y en aura un qui sera plus avantagé par rapport à d'autres. Ouais. Si il y en a un qui se fait attaquer à l'auberge, qui sait qu'il se fait attaquer à l'auberge cette nuit-là, il va faire bizarrement, moi je dors pas, je vais me mettre en armure complète avec une hache à deux mains, voilà. Donc il est un peu spoilé, comme on dit. Voilà, et c'est pas sympa pour les copains. Voilà. Donc c'est pas tout neuf, les jeux de plateau qui se jouent en une seule fois, ou alors qu'un scénario d'un jeu de plateau se joue en une seule fois. C'est même assez vieux, donc le plus connu et qui a lancé le truc, c'est en 91 avec un support, parce que c'est souvent lié à des supports, donc que ce soit à l'époque des VHS, que ce soit maintenant des CD ou des DVD, ou que très récemment ce soit des applications directement mobiles ou des petits bouquins à côté. Alors, on va tout de suite parler dans le vif du sujet. En 91, sortait en Amérique Nightmare. Alors, le nom français, qui est devenu après le nom totalement officiel, est Cauchemar. Atmosphere. Voilà. Atmosphere. Alors, c'est Atmos pour atmosphère, mais Fear, c'est la peur. C'est la donc peur. C'est F-E-R. C'est bien français en plus. Ouais. Donc, pourquoi il y a eu un changement de nom? Pour la petite anecdote, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que il y a eu un autre jeu qui s'appelait Nightmare, qui est sorti en 91-92 en Europe, jeu de plateau qui s'appelait Nightmare aussi. D'accord, vous avez pas les droits. Donc, pour éviter la confusion entre les deux, ils ont changé de nom. Ce qui a plutôt pas mal plu, parce que Atmosphere a gardé ce nom-là, et les versions suivantes, parce qu'il y en a eu beaucoup des Atmosphères, il y en a eu 6, c'est devenu Atmosphere même aux US. D'accord. Voilà. Ouais, Donc, c'est bon, parce ça. que c'est revenu. Ouais. Donc, comment ça fonctionnait à l'époque? C'est que vous prépariez votre plateau de jeu. Atmosphere demandait que vous écriviez votre plus grande peur sur un petit bout de papier que vous mettez face cachée, et vous mettez dans votre lecteur de VHS la VHS du jeu que vous aviez rembobonné si elle n'était pas au début. D'accord. C'est l'époque. Vous cliquez sur play et là,
boum, il y a quelqu'un, un vieux tout croulant avec un maquillage dégueulasse qui vous commence à vous expliquer vite fait comment ça va marcher. Il va vous dire que pendant 1 heure, il va parler, il va vous guider dans le jeu en faisant soit des pauses, soit en déclenchant des choses, en donnant des points de victoire à certains. C'est atmosphère, quoi. On n'est pas là pour expliquer le jeu, mais en tout cas, c'est lui qui va timer, qui va interrompre le jeu pour faire des modifications et qui va dire la fin. D'accord. Voilà. Il y a des mots-clés genre votre plus grande peur. Parce que du coup, vu que c'est secret, la plus grande peur, comment il... Bon, c'est en gros, non. S'en fiche. Il arrivait souvent pour dire si tu es en train de jouer, bah tu perds 2 points de vie. Ouais, d'accord. Avec Ok. son maquillage C'est dégueulasse. ça. Si t'es pas allé aux toilettes, et bah tu perds Voilà, 2 points de c'est vie. ça. Oh. Donc, ça permettait en fait grâce à ça, de faire une partie un peu qui sort de l'ordinaire, mais qu'on pouvait faire qu'une seule fois, parce que une fois qu'on avait fait la cassette, on savait à quel moment il se passait quoi. Donc on savait que c'était à ce moment-là, j'ai pas envie de jouer ou là, vas-y, fais-le. Mais Ouais, on connaissait la fin, donc il y avait strictement aucun intérêt à Non. jouer plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit on va faire plusieurs atmosphères, on va sortir des nouveaux atmosphères 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Histoire d'avoir des nouveaux c'est le principe, raconteurs et ainsi de suite. Bon, il y a eu un jeu de cartes atmosphère, mais bon, ça on s'en fout. Du coup, c'était une VHS 1 heure. C'était une une heure de VHS jeu. d'1 heure en fait. 1 heure de jeu. Donc c'était 1 heure de jeu, pas plus. Atmosphère, ils ont tenté en 2006 une réédition en DVD qui a pas du tout marché. D'accord. Voilà. Parce que en fait, on était passé à autre chose, sachant que pour finir sur les vieux trucs, il Oui. y a eu une tripatouillée de jeux comme ça, en fait. Ouais. Très peu sont arrivés en France. En temps réel, un peu. En temps réel, on a eu, pour citer les plus nuls, parce que j'ai un peu sélectionné, on a eu Wayne's World en jeu à VHS, où t'avais Gary et Max, ouais, super fun, machin, et compagnie, et tu jouais. Le genre a été transposé sur console avec Dragon Slayer, tout ça. Oui, un oui, peu, voilà. d'une certaine D'accord. façon. D'une certaine façon. Ouais. Et Mais à mon en- avis, c'était le même délire, quoi. Ouais. En autre jeu nul, qui est très très fort, t'avais un jeu VHS de baseball. c'est bon, pas- ça. voilà. Ça, c'est bon. Donc ça s'est tari un peu parce que ça ne plaisait plus beaucoup. Hein. Bah, Les gens voulaient de la rejouabilité peut-être. L'interaction, je pense. Quand même. Et surtout des bons jeux parce que c'est pas la qualité des jeux qui était la maîtresse dans ceux-là en fait. Bah, C'était des jeux qui peuvent être joués à tout niveau avec des règles relativement simples et qui étaient totalement aléatoires dans son fonctionnement. d'accord. Donc le temps s'avance et on a eu une recrudescence maintenant de jeux typés scénario. Donc ceux dont on a déjà parlé, par exemple pour vous donner un ordre d'idée, c'est Space Alert sur un CD ou une bande son dans tous les cas. Très récemment, il y a eu XCOM aussi. Ah oui, le dernier, c'est un jeu de ce type. Le jeu de société XCOM, il y a aussi une application mais qui balance du son en disant poum poum poum, hop arrête, il y a une attaque des méchants, C'est bon, ça. des aliens et ainsi de suite. Donc c'est ça. Après, ces jeux-là, c'est des jeux où il y a un support. Donc au pire, Physique, oui. vous le filez et compagnie. La particularité, c'est que le schéma du scénario est reproductible. Mhm. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse communauté de fans de ces jeux-là qui, principalement, par exemple sur Space Alert, refont des missions, histoire D'accord. d'avoir pas mal de rejouabilité. D'accord. Donc, c'est que vous avez fini les missions officielles, et vous allez sur Internet, vous retrouvez des missions de fans. Par exemple, pour Space Alert, j'en avais parlé. Par exemple, il y en a qui ont refait des missions de Star Trek pour Space Alert, Ok. avec les sons qui vont bien et compagnie. Mais c'est pareil, et tu connais Spock plus et ou moins le scénario à ce moment-là. Ouais, mais bon, tu l'as fait une fois et C'est pas pour les fans hardcore de... ouais, peut-être. Non, mais après c'est Space Alert, c'est quand même le bordel dans le jeu. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, ça se trouve. Maintenant, on va passer ceux qui n'ont pas de support, mais dont on a déjà parlé. Donc Time Stories, voilà, oui. celui que on a présenté. Donc là, Ah. c'est pas un support audio. Autre que le jeu en le lui-même. jeu en lui-même, Voilà, ouais. c'est des cartes, c'est des choses qui peuvent être manipulées sans besoin extérieur, sans une source extérieure D'accord. d'électricité, voilà, ou Mm. des haut-parleurs, et ainsi de suite. D'accord. Même si Space Alert pouvait jouer par exemple avec une montre où vous chronométrez en disant toutes les 10 minutes je lis le prochain Ouais, texte, bon. mais ça déconnectait, c'était pas l'idéal.
c'est pas lié. En parlant de ça, il y a Dr Panic, qui est dans la même idée, c'est-à-dire un jeu qui se joue en 12 minutes chronométré, qui arrive, mais sauf que là, il n'y a pas de scénario. Ouais. Pour dire qu'il y en a. D'accord. Aussi, Donc là, on est souvenez-vous, j'ai pas sans encore fini. support. Sans support, Voilà. on a Andorre. Ah oui, Andorre. pour Andorre le coup, qui, oui. qui est très clairement un jeu à scénario. Quand on a taffé tous les scénarios, En fait, c'est plus ou moins des jeux de plateau avec un scénario C'est ça. imposé, quoi. voilà. Qui est pas variable. Ouais, c'est ça. Donc mon cheminement de pensée amène de plus en plus dans ça. Donc Andorre, on a Claustrophobia, si vous vous souvenez bien, qui était aussi un jeu à scénario. Et les scénarios étaient limités. Et petite particularité, encore une fois, grâce au modèle numérique, c'est que les scénarios suivants étaient téléchargeables directement chez l'éditeur, sur le site de l'éditeur, pour pouvoir continuer et avoir un jeu qui se joue un peu plus que le nombre de fois du scénario. Voilà. Cependant, ces scénarios-là aient la particularité de pas se faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Comme il y a pas mal d'aléatoires dans le fonctionnement même du jeu, de génération de monstres, de rencontres inopportunes qui se déclenchaient pas forcément au même moment, refaire ces scénarios-là, c'est pas si mal. Voilà, comme Descent, comme Vincent disait juste avant. T'as un scénario, t'as une ligne globale, mais c'est pas le cœur du jeu, c'est quoi. pas le cœur du jeu. En fait, c'est un peu là, c'est des scénarios typés objectifs. Ouais. C'est qu'ils te donnent un objectif, mais ils te disent pas à tel moment faut que tu sois là, sinon t'es mort. À tel moment, ça, non, c'est. Il y a pas des trucs à anticiper au final. Dans Andorre, t'as quand même certaines phases où le scénario arrivait, tu disais ah ouais, la prochaine truc, faut mieux se positionner dans ce coin-là parce que voilà quoi. Ouais. Non, là c'est pas vraiment le cas. Dans Descent, pour le coup, c'est du scénario d'ambiance. Ça influe pas le gameplay en soi. C'est vraiment du type d'objectif. Ouais. Voilà. C'est un peu comme si on va très très loin dans le cheminement de pensée, mais une règle du jeu, c'est un peu un scénario. Hein. Oui. Ça te dit comment évoluer et compagnie. Mais bon. Oui. Voilà. Non, mais je vois ce que... On va finir au point culminant qui nous a donné un peu envie de parler de ça. Oui. C'est le l'As d'or expert qui a été nommé, qui est donc Pandemic Legacy. Alors, pour information, le terme Legacy est pas arrivé avec Pandémie. Hein. Voilà. C'est quelque chose qui représente ce type de jeu chez l'éditeur en question. Oui. Et on a eu juste avant, par exemple, Risk Legacy, qui permettait de jouer à Risk, pareil avec une série de scénarios et les mêmes travers ou types de modifications de boîtes et compagnie que contient Pandémie. Pandémie Legacy, donc Pandémique, hein, on sait plus Pandémie, hein, c'est Pandémique, a la particularité de proposer 12 scénarios qui représentent l'année en cours. C'est pour ça qu'il y a saison 1, saison 2 qui arrivera plus l'année prochaine et ainsi de suite. La boîte bleue et rouge, c'est comme Pokémon, il n'y a aucun impact. Hein. Voilà. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est que pour jouer au jeu, il vous sera demandé de déchirer des cartes, de coller d'autres cartes sur d'autres. Ah. En gros, il est impossible. Le matériel est mis à rude épreuve et modifié physiquement. D'accord. Voilà. Ce jeu ne peut pas être rejoué si vous l'avez déjà joué. On peut faire une fois tous les scénarios, j'imagine. C'est ça. D'accord. Bon, pour Pandémie Legacy, c'est 12 fois 1 heure, au moins. D'accord. Voilà, bon, c'est quand même viable. C'est pas trop enculé. Donc, ce qui se passe, c'est que une fois que ça, bon, vous pouvez, on en parlera parce qu'on va y jouer à Pandémie Legacy. D'accord. Mais bon, il y a des moyens de passer outre le fait de déchirer les cartes et compagnie pour leur filer à un pote. Mais c'est oui, pas j'imagine que c'était évidemment. Mais là, on est vraiment dans pousser au paroxysme le scénario. Je trouve que c'est ce qui manquait peut-être au jeu à scénario précédent, en atmosphère et compagnie, c'est que on était moins maître, on était moins dans l'action parce qu'il y avait quelque chose d'extérieur. Là, c'est nous qui accomplissons la modification, donc l'action extérieure elle vient de nous directement. D'accord. On suit une timeline précise, voilà, qui est ordonnée, mais c'est nous qui agissons vraiment. Donc en fait, ils ont réussi à lier les deux mondes de support, de jeux à support et de jeux sans support. Voilà.
en garantissant quelque chose qui sera impactant au niveau du ressenti du joueur, parce que tu vas avoir, tu vas te sentir dans l'action, sentir vraiment que c'est ta partie, que c'est ton scénario que tu fais. Voilà. En plus, Pandémie a la particularité, c'est qu'il y a 12 scénarios, mais on n'est pas obligé d'avoir les 12 mêmes personnes sur chaque scénario. Voilà. Donc, si vous commencez à 3, vous êtes 2 au suivant, 3 après. Du moment qu'il y a au moins une personne qui reste, vous pouvez switcher. C'est prévu. Ça, c'est bien ça. Voilà. Comparé à Time Story, ça a l'air. où tu peux le faire, tu peux switcher de personnes entre les scénarios, mais dans le même scénario, non. Ouais. Voilà. Et puis c'est pas plus mal parce que y a tellement d'informations importantes dans Time Story que voilà. Donc c'est pour dire que il y a des gens qui n'apprécient pas ça très clairement, qui se disent floués du fait que non mais moi mon jeu je suis pas là pour le détruire et compagnie, et qui restent focalisés là-dessus et qui en oublient peut-être le côté que en fait autant jouer à un jeu, autant le jouer vraiment. Autant le jouer complètement, autant s'impliquer dedans. Ils se rendent pas compte que de toute façon, le fait de connaître l'histoire, ça leur rend, Ils sont un peu bloqués dans le fait que si j'altère mon jeu, je pourrais pas le revendre. Je pourrais pas. Bien sûr. Ouais. C'est le côté financier, possessif, un peu. Tout le monde est. Hein. Tout le monde est comme ça. Ils s'extraient peut-être beaucoup trop du jeu et ils le voient pas. Alors que c'est vraiment des jeux qui demandent une implication. Et je trouve que c'est vraiment comme quand on a parlé de Time Story, on l'a vraiment rapproché d'un jeu de rôle. Ouais. Là, on est vraiment dans des jeux qui se rapprochent de plus en plus du jeu de rôle, d'une certaine, de cette implication de joueur. Moi, je le ressens plus comme une implication de joueur qui se dit c'est ma partie. Et la Pandémie Legacy, se faire la saison, tu dis tu joues une fois par mois un des scénars avec la même équipe et c'est du totalement le fonctionnement d'un jeu de rôle. Voilà. Donc une campagne. Oui, mais même le jeu de rôle, je veux dire, tu l'altères pas en soi. C'est ça, oui. Donc là, c'est ça qui frustre les gens, c'est que ton jeu de rôle, t'altères les gens en leur faisant vivre le truc, ils pourront pas le revivre une deuxième fois. Mais en tant que maître du jeu, tu peux le faire vivre à quelqu'un d'autre. Là, en tant que jeu de plateau, non. Pour le coup, non. Ouais, non. Mais c'est pas plus mal, hein, si ça te met beaucoup plus dans l'ambiance en déchirant des cartes. En fait, c'est pas pour spoiler le truc, mais c'est l'acte symbolique de tuer quelqu'un. C'est des moments où c'est des impacts énormes sur le scénario, où il y a des gros twists, et que c'est pour marquer que le lien twist. Oui, c'est ça. Pour marquer physiquement. Mais moi, je pense que c'est ça l'intérêt. Après, après, oui. Et puis après, c'est que ça a un impact aussi de sauvegarde. Dans ce Time Story, il y a un système pour sauvegarder entre vos runs avec une zone sur les cartes. Là, c'est que vous refermez forcément le plateau entre les épisodes, puisque vous n'allez pas le laisser ouvert, et il se passera peut-être un mois entre les deux, et qu'il y a des moments où du fait d'avoir mis des stickers à certains endroits sur certaines cartes, est un point de sauvegarde sur l'état de la partie. Parce que sur Pandémie, vos impacts, ce que vous avez fait dans l'épisode 1, continue dans l'épisode 2 et ainsi de suite. C'est pas on rase le monde et on repart à zéro. Non. Tout se garde. D'accord. Donc oui, il faut qu'il y ait un moyen de sauvegarde, soit où ils auraient pu noter sur un papier, mais là en plus, on a l'impression de se créer des cartes qui représentent vraiment une personnalisation du jeu. D'accord. Voilà, donc c'est ces deux côtés-là. À la limite, à ce moment-là, vu qu'on va y jouer, on vous en reparlera. On en parlera à ce moment-là, mais on vous dira si c'est pour dire justifié ou pas, quoi. Mais le ressenti que j'ai, et de pouvoir en parler un peu de ça, que en fait, j'ai l'impression. C'est un intérêt, c'est pas juste de l'enculade, si j'ose dire, avec des grosses guillemets. Voilà, c'est pas juste pour vous faire forcer à racheter un jeu de plateau. De toute façon, vous rachèterez jamais celui-là, parce que voilà. Mais c'est pas c'est peut-être. On aurait pu penser que c'est pour empêcher le marché de l'occasion, mais là non. A priori, il y a une vraie valeur apportée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur les différents réseaux, parce que c'est un débat qui peut être intéressant. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ouais. Et sur ce, à bientôt. À bientôt.